Oui, on vient de voir un film qui est intéressant. D'abord parce qu'il mélange des documents des années... c'est un montage bien sûr, mais en ce qui concerne le Rossio, il y a des images qui sont probablement des années 60, d'autres des années 80 et d'autres plus modernes. Et en plus, le montage donc inclut des références historiques, des documents anciens ou des documents de la guerre civile. La façon d'analyser me paraît juste dans l'ensemble. Il y a donc une présentation historique du pouvoir de l'Église et de l'influence de l'Église en Andalousie, enfin en Espagne en général d'ailleurs, mais en Andalousie, qui est en relation donc avec probablement la pérégrination, le pèlerinage du Rossio. Mais là, je pense qu'en fait, il est évident que le Rossio fait partie des fêtes populaires qui, comme toutes les fêtes andalouses, ont été liées à l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église ne permettait pas de fêtes païennes. Elle interdisait le carnaval, elle interdisait toute autre fête qui ne soit pas dans caractère religieux. Donc on avait des fêtes pour la Saint-Jean, pour El Corpus, la fête Dieu, pour la Semaine Sainte, etc., etc., etc. Mais, bien entendu, il est probable que sous ces dates, sous ces périodes de fêtes populaires, on retrouve en fait des fêtes païennes pour l'époque des semailles, l'époque des récoltes, qui correspondent à des fêtes agricoles et vraiment basées sur la campagne. Le Rossio lui-même, en fait, commence très tôt. Ce n'est pas dit dans le film, mais il paraîtrait que dans les chroniques de Alfonso X el Sabio, il est déjà question d'une ermita de las Rosinas. Et le premier nom de la Vierge du Rossio n'était pas Virgen de Rossio, sino Virgen de la Rosina. La Rosina est un petit arroyo, un petit ruisseau qui parcourt cette zone marécageuse où se trouve l'ermitage. Bien. Donc l'existence du pèlerinage est très ancienne, ça c'est sûr. Elle est autorisée par l'Église, bien entendu, mais je dis toujours la même chose. En fait, le caractère du peuple andalou n'est pas du tout, n'est pas du tout religieux, à part quelques beatas, c'est-à-dire quelques femmes qui sont toujours fourrées dans les églises. La partie importante du peuple n'est pas tellement pratiquante. Elle pratique parce qu'elle y a été obligée. Hein, mais dès qu'ils peuvent s'en échapper, en fait, ils s'en échappent. Personnellement, je connais bien et je vis très souvent dans un village andalou et j'observe bien ce qui se passe. Et donc, ils n'ont rien, ils ne sont pas agressifs contre l'Église, mais c'est chacun son terrain. Et donc, je pense en fait que l'Église, pour toutes les grandes fêtes, que ce soit la Semaine Sainte, c'est la même chose d'ailleurs, le même phénomène se produit, l'Église est en fait en retrait par rapport à l'ampleur de la fête populaire. Et le problème de l'Église, c'est de récupérer ces fêtes, hein, de ne pas les laisser s'échapper, parce que le peuple va plus vite, le peuple va plus fort, et le peuple le fait à sa manière. Et donc l'Église essaye de récupérer, de se dire, ne peut pas être contre ce genre de manifestation qui est quand même assez proche de l'idolâtrie, assez proche de l'hystérie collective. On pourra dire beaucoup de choses là-dessus, hein, mais l'Église ne peut pas condamner cela, parce que si elle condamne cela, elle crée une révolution tout simplement à l'intérieur du peuple andalou, qui n'admettrait jamais qu'on puisse condamner ce genre de manifestation. L'Église participe peu, financièrement elle n'y participe pas, elle bénit les carretas lorsqu'elles passent dans les villages, à leur passage, il y a une simple bénédiction, tout à fait symbolique, mais c'est la hiérarchie des hermandades qui se charge de toute l'organisation, et depuis le début,
l'organisation financière, l'organisation pratique, les lois internes du Rocio, c'est-à-dire on marche dans quel ordre, on intervient à quel moment, etc., etc., etc. Donc l'Église n'a pas le pouvoir sur la fête du Rocio. En tous les cas, au XXIe siècle, ni au XXe que j'ai connu. Il est probable que dans des siècles antérieurs, l'importance de l'Église était probablement plus sensible. Donc je suis d'accord avec l'analyse que le film donne à propos de cela. Maintenant, tu me disais tout à l'heure qu'on avait l'impression que la pérégrination, le pèlerinage de Rocio, avait tendance à s'émousser, à devenir moins importante. Je dis tout à fait le contraire. Or, par exemple, il est possible que cette année, c'est-à-dire 2013 et 2012, à cause de la crise financière qui est très sévère en Andalousie, plus qu'ailleurs, il y ait moins de personnes qui se déplacent au Rocio parce que c'est vrai que cela entraîne des frais supplémentaires. Mais sinon, sur les 50 dernières années, ou disons 40 que moi j'ai pu voir, le phénomène ne fait que s'amplifier. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait environ 35 confréries, 35 villages. On en est à 70 aujourd'hui. La création d'une route en 1961, une route goudronnée qui passe par le Rocio pour aller jusqu'à la mer, a bien entendu amené beaucoup de pèlerins, entre guillemets, de pèlerins d'un jour, de toutes les villes. Et pour le pèlerinage du Rocio aujourd'hui, on calcule pour le dimanche du Rocio, qui précède donc la sortie de la Vierge, la Vierge sort le lundi à l'aube, et bien là, on peut compter à peu près 1 million de personnes. C'est absolument considérable. Mais l'intérêt du Rocio, c'est certainement pas tellement les jours qui se passent à l'ermita elle-même, mais plutôt l'ambiance et l'intérêt sociologique que représente justement le voyage vers le Rocio et la préparation en amont de cette fête. Ce que le film n'a peut-être pas dit, c'est que pour beaucoup de paysans qui entourent, dans les villages qui entourent l'ermita del Rocio, dans les marismas del Guadalquivir, ce sont des villages essentiellement agricoles et que jusque dans les années 50 et 60, c'était les seules vacances que les travailleurs journaliers, les braceros, les jornaleros del campo, pouvaient obtenir. Donc ça, le patron, le latifundista, puisqu'il s'agit de latifundia, dans toute cette partie de l'Andalousie, ne pouvait refuser ce permis de vacances, entre guillemets. Donc ça, c'était un aspect social qui a beaucoup d'importance. Et l'autre aspect qui a été évoqué, mais pas vraiment développé, c'est que au Rocio se passe une conjonction particulière. C'est-à-dire qu'il y a le peuple agricole, issu de l'agriculture, et l'aristocratie qui cohabite. C'est-à-dire l'aristocratie terrienne. Tous ces hommes que l'on voit à cheval, qui sont justement les patrons des latifundia en général, des ganaderos, des éleveurs, et des gens qui ont beaucoup de moyens. Et il y a une compénétration, c'est-à-dire qu'on partage le voyage vers le Rocio entre ces deux classes sociales qui sont extrêmement éloignées, mais qui coïncident justement parce qu'il s'agit de la campagne, parce qu'il s'agit de leur campagne qu'ils connaissent. Ils connaissent chaque coin, chaque recoin, ils connaissent les chemins, et donc ils ont cela en commun. Par contre, l'autre grande fête à Séville, l'une des autres grandes fêtes, qui est la feria, ne concerne pas la même population. Elle concerne la bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Le peuple, lui, accède à la feria, mais d'une façon tout à fait marginale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cassetta, il n'a pas véritablement le pouvoir d'en profiter vraiment. Donc, la seule occasion où l'ouvrier agricole et son patron font chemin ensemble et partagent les mêmes aventures, c'est pendant le Rocio. C'est toute une organisation puisque l'on chemine à pied, à cheval ou à dos de mule ou en carreta,
et on dort et on mange pendant en fait une semaine, hein, 3 jours à l'aller, 2 jours sur place et 3 jours au retour, en gros, pour la majorité des hermandades, et on emporte avec soi les victuailles, etc., etc., etc. Les robes, voilà. Donc c'est certain que le fait de camper et le charme du Rocio est dans la fraternité, dans la convivialité qui est partagée pendant le chemin lui-même, et aussi aux endroits de pause pour la nuit, où l'on danse et où l'on chante. Je voudrais rajouter que la dévotion religieuse, elle est quand même réduite au minimum, c'est-à-dire que le soir, on récite un Ave Maria autour de la carreta, qu'en arrivant au Rocio, on se présente, les hermandades défilent devant la Vierge, ce qui semble logique, qu'il y a un rosario et que ensuite c'est terminé. Il y a une messe, une missa del Romero. On n'est pas, lorsqu'on parle de pèlerinage, en français du moins, on pense tout de suite à une dévotion religieuse. Mais je pense qu'en Andalousie, la dévotion religieuse, aussi bien pour la Semana Santa que pour le Rocio, a un visage très particulier. C'est-à-dire que les Andalous, le peuple andalou, a réussi un petit miracle qui est en fait de ne pas lever les yeux vers le ciel, vers la Vierge et même vers le Christ. C'est surtout la Vierge qui fait l'objet de dévotion. On ne lève pas les yeux, c'est la Vierge qui vient à vous. C'est-à-dire que l'Andalou s'est approprié sa religion et que la Vierge est une compagne. On lui parle, on lui dit tu, on observe si elle a une fleur dans les cheveux, on décide qu'on va lui changer sa robe, qu'on va lui mettre une décoration de plus. Bref, ce sont des gestes familiers, ça n'est pas la vénération et une distance incommunicable qui existe en Andalousie justement. Tout le travail de l'Andalou, c'est de faire de sa religion quelque chose de quotidien, quelque chose de normal, quelque chose de familier. Ce qui choque quelquefois d'ailleurs les spectateurs étrangers. Lorsqu'on voit à la Semana Santa, par exemple, les pénitents sous leur cagoule, très bien, ils font pénitence, mais on les voit s'arrêter devant un bar, lever le capirote et pour boire un petit coup. Les premières fois, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est religieux, c'est pas religieux? C'est religieux, mais à la mode andalouse, c'est-à-dire adapté à la vie, vraiment ancré dans la vie. Maintenant, il faut aussi dire que, curieusement, la Virgen del Rocio, c'est pas comme en Italie où on demande à la Vierge des miracles. La Virgen del Rocio n'est pas là pour faire des miracles. Il arrive qu'on lui en attribue, mais ça n'est pas son rôle. Et son rôle, c'est simplement de réunir et d'unifier toute une zone géographique qui au départ était plus limitée, qui était surtout l'Aljarafe, comme on dit, et les villages de Huelva, des provinces de Huelva, de Cadiz et de Séville, et qui maintenant s'ouvre à d'autres territoires, Barcelone, Madrid, les Canaries, La Mancha, enfin bref, il y a des nouvelles hermandades chaque année. Donc il y a une massification de ce phénomène, comme de tous les phénomènes artistiques et populaires andalous. Il est vrai que l'Andalousie a le goût de la fête, sait magnifier ses fêtes, leur donner une ampleur extraordinaire, et donc il y a maintenant, en plus des gens qui participent véritablement, tout un peuple, toute une population de touristes, entre guillemets, touristes locaux. Et maintenant, on va au Rocio en voiture, ce qui est bien dommage, avec l'air conditionné, on emmène des frigorifiques, etc., etc. Et maintenant, donc, le petit peuple, la petite bourgeoisie participent davantage. Il y a un moment où, dans le film, il y a juste sans commentaire des images d'un journal où il dit 20 morts ou 10 morts accidentellement. Là, je voudrais dire quelque chose, que c'est ce qui m'a semblé toujours prodigieux, aussi bien à la Feria qu'à la Semana Santa, qu'au Rocio, vu en rapport avec le nombre de personnes qui sont en question,
par million, un demi-million, 1 million. Il y a extrêmement peu d'accidents. C'est absolument négligeable. Il y a quelques évanouissements, bon, mais c'est vraiment minime. Or, par exemple, aussi bien à la Feria qu'au Rossio, les chevaux et les piétons sont absolument mélangés, c'est-à-dire qu'on marche avec les pieds d'un cheval, la jambe du cheval à côté de l'épaule. Il y a des foules importantes, des mouvements de foule. Les chevaux sont contrôlés, il n'y a pas de désordre. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Il y a toujours une unité de la Croix-Rouge, de la Cruz Roja bien sûr, pour porter secours éventuellement, mais les drames sont extrêmement rares. On a dans le film, une partie importante du film, bien sûr, est dédiée à la procession de la Vierge elle-même, non pas des pèlerins, mais de la Vierge elle-même, qui sort pour rendre visite à toutes les hermandades qui sont présentes au Rossio, au village de Rossio. Cela, elle doit sortir, bien entendu, de son église. Et on en voit assez longuement la brutalité des Almonteños, puisque la Vierge dépend de la juridiction d'Almonte, c'est la patrona d'Almonte, et seuls les Almonteños ont le droit de l'approcher. Si, por qué no? Je vais terminer l'aspect brutal, parce qu'il faut dire les choses, de l'attitude des Almonteños. La Vierge leur appartient, et depuis je ne sais combien de temps, mais au moins depuis 50 ans, ils font une espèce de barrière autour d'elle, et ils se réservent le privilège de la porter et de la toucher, de la manipuler. Bien. Ce qui n'empêche pas que quand même, à certains moments, le peuple puisse arriver à toucher les varales, à toucher son char. Bien. Dans le film, on voit la force que les jeunes Almonteños mettent à porter et à arracher, plutôt à arracher, c'est un rapt. Hein, la Vierge est raptée. Elle passe par-dessus la grille, elle n'est pas, on n'ouvre pas les portes gentiment, et elle est raptée. Hein. Et donc ça c'est quand même très particulier. Il y a donc cet aspect-là, et les hommes qui la portent au milieu d'une foule, d'un bruit excessif, absolument comprimé, dans des conditions très difficiles, sont quelquefois transportés. On peut penser qu'ils sont pas loin de la transe, parce qu'il y a de la transe physique, par la force des choses, par le fait qu'ils sont épuisés et qu'ils continuent à vouloir rester là et marcher avec elle jusqu'à l'évanouissement quelquefois. La deuxième session de brutalité, et je ne reviendrai pas dessus, c'est au village d'Almonte, lorsque tous les 7 ans, la Vierge va passer l'hiver dans son village, dans sa ville. Et là, elle est accueillie par toute la ville, dans le délire bien entendu, mais surtout à coups de fusil. Je ne connais pas personnellement beaucoup de pèlerinages qui se passent à coups de fusil. Et c'est des fusils, ce sont des tromblons, des fusils évasés, avec des charges de poudre très fortes, extrêmement sonores, qui durent pendant toute la nuit. C'est-à-dire que tout le monde tire en l'air toute la nuit durant. Ça aussi, ça peut paraître extraordinaire pour des visiteurs étrangers, par exemple, et incompatible avec un respect ou une religiosité traditionnelle. Ça n'a rien à voir. Je voulais aussi parler de la foule. On parle maintenant d'1 million de visiteurs pour les jours de Rossio. Ça, bien sûr, n'a pas été toujours le cas avant l'existence de la route. Les gens étaient en moindre quantité. Mais, tout de même, il y a toujours eu ce pèlerinage qui déplaçait, pas tout un village, mais presque tout un village. Et donc, c'est quand même particulier, puisque, comme disait le film, il faut arrêter les activités, et le village est abandonné, le village est mort pendant le temps du Rossio. Mais ce que je peux dire pour l'avoir vu et avoir participé, c'est que même avant l'existence de la route, des gens du village allaient en dehors du pèlerinage,
rendre visite à la Vierge du Rocío, et ils faisaient en moto, en général, dans le sable, 30 km de piste, hein, et c'était une diversion, c'était un dia de campo, hein, quand on pouvait obtenir l'autorisation des parents d'aller avec le novio al Rocío, c'était un excellent prétexte pour aller passer une journée. Ça veut dire que la Vierge et le Rocío n'est pas associée à la souffrance, à la peine, au miracle, non, elle est associée à la joie et au divertissement. Et donc il est vrai qui est dit dans le film, que pour beaucoup de gens, aller au Rocío, c'est un plaisir, c'est une distraction. Et quelquefois, si on n'a que quelques jours de vacances, eh ben, on décide que ça va être le Rocío. Parce que ce sont des joies champêtres, parce qu'ils savent que sait faire le peuple pour s'amuser, eh bien il sait chanter et danser, boire et manger. Et donc ces activités-là, et rire bien entendu, ces activités-là sont réunies dans le pèlerinage de Rocío. Et la transgression aussi, c'est pour ça que... Pardon? La transgression aussi, c'est pour ça que... on disait que, voilà, que le peuple il a son semaine de transgression, oui. Un peu. Oui, de transgression, tout à fait. Et après, il est souple. Oui. Il peut supporter. Donc on peut interpréter cela comme un petit peu, cela a été dit dans le film, à savoir que le pèlerinage du Rocío, ces 6 ou 7 jours du Rocío, sont une parenthèse tolérée par l'Église, parce que c'est ça, tolérée, pendant laquelle le peuple peut s'éclater, peut décharger toutes ses pressions, toutes ses angoisses éventuellement, et retrouver une certaine sérénité. C'est une interprétation tout à fait logique que l'on peut admettre. C'est d'ailleurs vrai pour d'autres fêtes. Les fêtes du carnaval sont une soupape. Ce sont des soupapes, hein, à la tension. La vie a changé au XXIe siècle. Les tensions ne sont pas de la même nature, mais tout de même, le peuple le plus miséreux, le peuple le plus simple, porte sur ses épaules une certaine sorte de misère et d'abandon, puisque justement il ne profite pas en général. Jusqu'à présent, le peuple était très souvent analphabète, et donc il n'avait pas les communications et il n'avait pas la capacité d'apprécier les distractions urbaines. Donc la seule distraction en fait a toujours été la réunion familiale, la fête, les sevillanas, le vinito, etc., etc. Donc on peut comprendre que pour la population agricole, la population rurale, cela est une grande importance, et cela continue. Maintenant, la population urbaine se mélange. C'est une nouveauté. Pourquoi la Vierge a-t-elle un tel charisme? Ça, par exemple, je crois que je ne pourrais pas y répondre. Il y a des milliers de vierges en Andalousie et dans toute l'Espagne. Elles sont toutes chéries par une paroisse, en compétition avec l'autre paroisse, plus belle, plus ceci, plus cela, etc. Mais la Virgen del Rocío les coiffe à peu près toutes. En Andalousie, celle qui domine, c'est probablement la Virgen del Rocío. Justement parce que elle fédère, elle fait la fédération entre les diverses zones géographiques andalouses. Et la beauté, qui est totalement subjective, parce qu'en fait, si vous regardez certaines vierges de la Semaine Sainte, qui ont des visages beaucoup plus esthétiquement, beaucoup plus raffinés que la Virgen del Rocío, qui a un air plutôt gothique en fait. Elle n'a pas une douceur angélique, et donc quand on lui dit guapa, 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 il y a une très grande partie subjective bien entendu. Il y a tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'or, l'argent, les bijoux, les habits, toute la tradition de son habillement et de son char. On en rajoute chaque année. La ville d'Almonte, inutile de dire, est extrêmement riche grâce à la Virgen del Rocío.
parce que les bénéfices retombent dans sa poche, dans la poche de cette municipalité, et qui donc améliore l'église, achète encore plus de vases d'argent, achète encore plus de broderies, etc., 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 sans fin. Qu'est-ce que tu en penses de la déconstruction qu'on fait avec la... Personnellement, je la trouve un peu ridicule. Grâce au ciel, elle est blanche quand même, mais elle est un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu dans le style Disneyland, le style américain, elle est surtout assez disproportionnée. L'église elle-même ne contient même pas beaucoup de gens. Hein, et la Vierge est perdue dedans. Ceux qui ont connu l'église antérieure, beaucoup plus petite, avaient une chaleur bien différente. Mais quand même, il a pris une forme un peu spéciale, c'est formé comme des triangles un peu. Triangle, je ne sais pas. Ça perd la forme d'une femme, en fait. Ah, la forme de la Vierge. Ça, c'est commun à beaucoup de vierges, si tu regardes la Virgen de Guadalupe, et beaucoup de vierges anciennes et modernes aussi d'ailleurs, sont en forme de trapèze, oui, de triangle. Alors à ce propos-là, dans le film, on voit la Vierge du Rocío avec une ráfaga. Ce qu'on appelle ráfaga, c'est quelque chose qui suppose être l'éclairement divin, n'est-ce pas? Et donc elle a une ráfaga en rond comme ceci. Mais la Vierge du Rocío a une deuxième ráfaga qu'on lui met de temps en temps. Je ne sais pas qui décide de cela. Périodiquement, on change. Et l'autre est une ráfaga à pointe, en argent. Et les représentations anciennes de la Virgen del Rocío sont avec la ráfaga à pointe. Il y a par exemple aussi une rumeur que j'ai entendue pour la première fois l'année dernière, une rumeur extraordinaire, qui dit que la Virgen del Rocío que l'on voit dans l'église du Rocío n'est pas la vraie. Ah bon? Et non. Et qu'il y en a une deuxième qui est cachée dans un bunker en dessous pour le cas où, etc., etc., etc. Donc on voit bien entendu l'imaginaire populaire, et c'est une rumeur qui a fait beaucoup parler à Almonte et ailleurs. Il y a aussi une très vieille querelle avec Villa Manrique. Tous les gens qui connaissent le Rocío savent cela, parce que l'histoire raconte qu'en fait, que la personne qui a trouvé originellement la statue au pied d'un arbre était de Villa Manrique, et non pas d'Almonte. Ce qui voudrait dire, c'est grave, parce que ça voudrait dire que la Vierge du Rocío appartiendrait à la Villa de Villa Manrique. Et il y a eu donc des bagarres extraordinaires. Et si vous vous souvenez, peut-être il y a eu dans les années 80 un groupe de chanteurs de Sevillanas, rocilleras, qui a chanté ça. La encontró en la Rosina un manriqueño. Je ne sais plus quoi. Eh bien, à cause de cela, la Hermandad de Villa Manrique, qui est l'une des premières historiquement, hein, par ordre d'ancienneté, a été absolument humiliée, c'est-à-dire que le jour de la procession de la Virgen del Rocío, les almonteños l'ont tourné et l'ont présenté des culo, de face, de dos. Ça, c'est une humiliation absolument irréparable. Hein. Et donc le peuple entier, tout le village de Villa Manrique pleurait. Enfin, c'était une affaire extraordinaire. Donc tout ça pour avoir dit dans une sévillane que peut-être c'était quelqu'un de Villa Manrique. Donc c'est vous dire à quel point la ville d'Almonte est en termes de possession frénétique de la Virgen del Rocío. C'est un peu... C'est triste un peu dans le sens qu'il se conforme avec trop peu, c'est-à-dire avoir cette position, tu vois, ça lui permet de vivre, de trouver un sens dans sa vie qu'il ne trouve pas ailleurs, quoi. Oui. Tu vois, une signification, une identité, bon, qui fait, voilà, qui lui fait être contre d'autres villages, tu vois. Je pense que les histoires que tu racontes, c'est justement pour faire continuer. Pour alimenter. Pour alimenter, bien sûr, oui, parce que sinon, tout est le début, les forces au début, je sais pas, tu connais plus, mais il est plus là dans les millions de personnes. Peut-être si dans les centres, ça continue à être comme ça,
Mais après, c'est un spectacle pour le reste. Absolument, c'est tout à fait théâtral. Oui. Mais il se trouve que toutes les fêtes andalouses sont théâtralisées. Toutes les grandes fêtes. La Semana Santa, la Feria, hein, et le Rossino. Il faut bien voir cela. Il y a en Andalousie un narcissisme, un triomphalisme qui est entretenu. Le peuple lui-même, hein, quand la nouveauté maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est de dire « Ah, il n'y a pas mieux que l'Andalousie pour vivre, que feliz et somos, on a la chance d'être andalou. » Alors que, bon, quelquefois, les conditions ne sont pas du tout bonnes socialement. Mais on inculque ça, on injecte ça à travers les chansons, à travers les sévillanas, énormément, les textes. Hein. Il y a donc un culte et une autosatisfaction dont la religion fait partie aussi, bien sûr. Donc l'Andalou a une conscience de la valeur de ces fêtes et il participe à entretenir, bien entendu, tout l'aspect théâtral et l'aspect magnifique. Il faut reconnaître que c'est magnifique. Mais il y a une part de narcissisme et de triomphalisme à l'intérieur de ces manifestations. Pour parler un peu du nomadisme, qu'est-ce que tu en penses que ça en relation à la félicité, le nomadisme? Là, ça sort un peu de la thématique, enfin, ça sort un peu de la Rossio, mais oui, non. Si tu peux me dire, parce que reste 4 minutes pour changer la cassette. Je regarde. Tu veux dire quelque chose, mais sinon... le nomadisme. Alors là, j'aurais quelque chose à dire qui n'est pas forcément juste. Hein. Ce que je dis n'est pas forcément juste, en général. Le nomadisme. Encore une fois, je reviens aux joies rurales, hein, aux joies de la population rurale, qui est vraiment la base, qui a été toujours à la base de cette pérégrination, et qui maintenant est débordée par le reste, mais bon, elle reste quand même, la structure reste la même. Donc il y a les joies rurales, il y a le divertissement que nous avons dit, la possibilité pour les jeunes gens, ça compte, pour les jeunes filles et les jeunes garçons, de se rencontrer, de village à village, de trouver un novio, de connaître d'autres. La vie, un projet de vie. Un projet de vie, sortir du village où on est très, très, très enfermé, où on était du moins, maintenant les choses ont un petit peu changé, mais tout de même, on est très surveillé, ça continue ça. Hein. Donc c'est un espace de liberté, relative, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde. Mais enfin, on est dans la campagne, il fait noir, la nuit on campe, bon, hein, il peut se passer des choses, gentiment. Donc ça c'est très bien, c'est un bon élément. Et puis il y a quelque chose d'autre, donc pour moi il y a aussi peut-être, comment dire, mais là je ne suis pas sûre de moi, hein, mais il y a peut-être une revanche. C'est-à-dire que c'est une liberté, on va comme on veut, à la distance qu'on veut, on mange ce qu'on veut, quand on veut, on dort quand on veut, on danse quand on veut, etc., etc., etc. Il y a la liberté, on dort sous les étoiles, etc. Et donc là, il y a peut-être une nostalgie de quelque chose que les Andalous envient aux Gitans. Bien que les Gitans qui sont en Andalousie sont pour la majorité sédentarisés, complètement sédentarisés, il y a chez eux une liberté, il y a chez eux une négation de la structure sociale asservissante qui fait envie en fait aux Andalous. C'est-à-dire que les Andalous ont à la fois une méfiance et une admiration pour les Gitans. Ça c'est clair et ils ne peuvent pas s'en cacher et c'est assez évident lorsqu'on vit au milieu du milieu gitan, par exemple, des artistes de flamenco, qui sont bien lotis. Les artistes flamenco, dans l'ensemble, vivent très correctement, beaucoup plus correctement que leurs ancêtres dans les forges ou dans les gagnanillas ou dans les mines, ou etc., etc. Donc, peut-être que le Rossio, donc, le fait d'échapper au village, le fait de faire une route, quelque part, de faire un chemin, à avoir avec le sentiment de liberté, peut-être.
en relation ou non avec les gitans, ça C'est très joli. Mais par contre, les gitans, il y a une erreur qui est très commune. Justement, comme le pèlerinage de Rosillo est un nomadisme sur 8 jours, tout le monde pense que c'est un pèlerinage gitan. Non, justement pas. La chose intéressante à dire, c'est qu'il y a quelques gitans, oui, parce qu'ils sont venus avec leurs mules et qu'ils aiment bien rigoler comme les autres, et puis qu'ils essayent de vendre aussi des petits souvenirs. Mais justement, ça n'est pas gitan. Ay, se ha cortado porque... Uy, pero está muy bien el final. ¿Cómo hacemos? Hay que descargar la cinta. Bueno, ¿La descargamos? no sé. El final ha faltado lo que es payita, me lo has dicho antes. Ajá, vale. Está muy bien lo que has dicho al final, es muy bonito, porque además nos pone en relación Sí. con el tema. Sí. Quizá el miedo que tiene la gente a los gitanos es justamente lo que desean. Bueno, Hay una envidia, hay algo. Hay una envidia. Hay una envidia, eso siempre. ¿Tú ¿Quieres que lo diga igual? Sí. Pues esa idea de que el rocío se asemeja a una peregrinación, a una romería, a un desplazamiento gitano, la verdad es que no, porque es totalmente, está fuera de la onda gitana. Hay gitanos presentes, como dijimos, algunos que lo aprecian y mucho, pero no es una manifestación organizada ni generada por los gitanos, nada que ver. Pero la gente insiste en la cabeza, y yo recuerdo una entrevista en Radio France que me pasé 1 hora explicando lo que era el rocío y diciendo esto, y al final me dice, ¡ay, qué bonito! Entonces, como en Sainte-Marie de la Mer es lo de los gitanos. Al final la conclusión volvía a lo suyo, desesperante. Pero es un fenómeno que socialmente es puramente andaluz, no se le puede tachar de otra cosa. Lo que sí podía añadir, pero de poca importancia, es, por ejemplo, en la historia de la peregrinación, pues hubo aprovechamiento según las circunstancias, sea por la Iglesia, pero en general por el poder y por la jerarquía dominante en Almonte, para, en realidad, inventar ocasiones. Es decir, que la Virgen tenía una peregrinación 1 vez al año, punto. A partir de Napoleón, de las invasiones napoleónicas, se transforma, como la historia que cuenta en la película, se transforma un hecho de rebelión contra las tropas francesas de Murat en un milagro, una intervención de la Virgen. A partir de ahí se crea lo que se llama el Rocío Chico, que es en agosto la Hermandad de Almonte, que va a peregrinar, a dar visita a su Virgen en la ermita de Rocío. Dicho sea de paso, esto se llama invención de tradición, porque no es una tradición reciente. Napoleón es en 1812, si no me equivoco, o por ahí, o 8, en fin. Y dicho sea de paso, lo que ha hecho la Hermandad de Almonte, pues todas las hermandades, todos los pueblos se lo están inventando, y ahora cada pueblo se ha inventado una peregrinación de verano, que se va de un golpe, distancia sea cual sea la distancia. En nuestro caso, de mi pueblo, son 45 kilómetros, hechas de un golpe. Se hace toda la noche y puedo decir que no es nada gracioso, porque no hay descanso, son 45 kilómetros o más, para, en pleno calor, por supuesto, porque es verano, para ir a dar una visita a la Virgen. ¿On parle français? On parle français? Ah, j'ai complètement oublié. Écoute, ça c'est une bonne idée peut-être pour, je sais pas, imaginons qu'on peut donner une solution à la haine qui déclenche aussi les rationalités avec qui sont traités les peuples gitanos ici. Si on peut imaginer que le peuple il fait un pèlerinage, un nomadisme, pour vivre quelques jours un peu comme les gitans. Et ça, je pense que ça donnerait quand même, ça ouvrirait les possibilités d'incompréhension. Oui. Je pense partager ça, je pense que c'est peut-être, ça pourrait être on fait un Rocío Chico ici tu vois, à partager vraiment. Oui, mais je pense que ça peut tout à fait marcher. Oui. Et d'ailleurs, les quelques gitans qui
qui assistent au Rocio, qui font le chemin, ils sont tout à fait à l'aise, bien entendu, puisque il s'agit de faire cuire du pain sur du feu, il s'agit de faire une grosse marmite, etc., de manger tous ensemble, et puis même les artistes le font. Je sais que Diego Carrasco y va, je sais que Pedro Bacán, qui n'est plus là, y allait, je l'ai rencontré là-bas à plusieurs occasions. Enfin bref, beaucoup de gens participent. En plus, il y a les gitans qui viennent, alors là, de façon professionnelle, hein, au Rocio même, dans les maisons des riches, puisque les maisons qui sont construites au Rocio représentent un capital important. Et donc, ces gens-là font des contrats avec des artistes pour passer un bon moment. Hein. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est dans le cadre professionnel, sans formalité, c'est dans un salon, c'est très informel, mais c'est sympathique. Enfin, c'est quand même professionnel. Dans l'invention de la tradition, il y a donc le Rocio Chico, en plus, l'histoire des Siete Años, la Vierge qui retourne à Almonte tous les 7 ans. Ça, c'est récent. Là aussi, ça date c'est une invention des gens d'Almonte. Hein. Parce que la Vierge, elle a été sortie exceptionnellement, comme dans toute la chrétienté, dans tout le territoire chrétien, lorsqu'il y avait des grandes sécheresses, des grandes catastrophes. On amenait les saints, on amenait les idoles, on amenait les dieux, on allait implorer les dieux. Donc la Vierge est sortie de façon exceptionnelle certaines années à cause des intempéries, par exemple. Et ça s'est, petit à petit, ça s'est rationalisé et on a décidé que ça serait tous les 7 ans. Pourquoi 7 ans? On ne sait pas. Mais en tous les cas, ça n'a commencé qu'après donc, le passage de Napoléon. Et donc ça, c'est encore une autre histoire. C'est encore plus brutal. C'est-à-dire que la Vierge est là aussi arrachée à son ermita, amenée en une nuit directement à Almonte, où elle va passer l'hiver. En fait, elle passe tout l'hiver dans l'église d'Almonte. Et c'est l'occasion aussi extrêmement... Comme tu disais, pour vouloir inventer, dis-moi qu'est-ce que tu en penses par rapport à, tu m'as dit avant, pour le flamenco. Je pense que dans le flamenco, il y a aussi une très grande partie qu'on peut cataloguer comme invention de la tradition. Puisque le flamenco n'existe en fait, le peu de notions historiques qu'on a, n'existe en fait que depuis la fin en fait depuis le 19e siècle, depuis l'époque romantique, n'est-ce pas? Et donc depuis toujours, on a raconté « Ah, mais oui, mais ça vient des ancêtres, c'est un dinosaure, ah, mais... » Il n'y a aucune preuve de cela. Aucune. Donc là aussi, lorsqu'on a besoin, lorsque le pouvoir a besoin de solidifier, de fédérer une société, et c'était le cas en Andalousie précisément à l'époque romantique, où l'idée de nation n'était pas véritablement encore là, eh bien, donc le pouvoir s'est emparé de cela comme identité nationale. Hein. On a fait du flamenco qui venait de naître, qui était en train de naître, une sorte de bandera, une sorte de drapeau en faveur d'un nationalisme. C'est quand même hein, pour essayer de réunir tout le monde sous un pseudo-folklore. Bon, ils ont récupéré le folklore andalou et en ont fait autre chose, etc. Les gitans y ont participé, bien entendu. Et puis voilà, et cette image-là a été largement diffusée. Donc, il est clair que l'art, en général, peut très bien être utile à des fins sociologiques et à des fins politiques. Très bien. Bon, merci. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout, mais bon. Hein. Oui, la prochaine classe. Merci. Il faudra que tu